Depuis les événements qui ont débuté en janvier jusqu'à récemment en novembre, on sait effectivement qu'il y a un avant et un après. On a l'impression que c'est jamais fini, quoi. Et les gens de l'unité sont constamment sur la brèche, mais du coup, il n'y a pas de coupure, quoi. Il n'y a pas de coupure. Depuis janvier, il n'y en a pas eu de coupure. Il faut avoir l'honnêteté de dire que toute notre génération, quarantenaire, on a réessuyé les plâtres en quelque sorte. Nos aînés avaient connu des situations de prise d'otages majeures, mais nous, on avait surtout connu des prises d'otages intrafamiliales ou liées au banditisme dans lesquelles les auteurs ne veulent pas mourir. Ça faisait presque 20 ans qu'on n'avait pas eu de terrorisme. Et c'était pas ce genre de terrorisme, en plus c'était souvent des attentats à la bombe. On s'est rendu compte que ces gens-là, c'était des suicidaires, des gens qui allaient jusqu'au bout de leur démarche et qui allaient essayer de faire un maximum de morts avant de se suicider. On a affaire à des gens qui non seulement n'ont pas peur de la mort, leur phrase favorite c'est « Nous, on aime la mort comme vous, vous aimez la vie ». Mais plus loin que ça, c'est non seulement ils n'ont pas peur de la mort, mais en plus ils la recherchent, la mort. Quand vous avez en face de vous un forcené qui a peur de la mort, on peut discuter, on peut travailler différemment. Quand vous avez déjà quelqu'un qui n'a pas peur de la mort, c'est déjà plus difficile. Mais quand vous avez quelqu'un qui ne désire que la mort, c'est encore plus compliqué. On sait quand on rentre ici qu'on va être exposé à des moments difficiles, des moments des fois qui ne sont pas forcément médiatisés mais qui peuvent être dangereux pour nous. Mais c'est vrai qu'avec les événements depuis janvier, ça a pris encore une autre dimension. Ça fait de nombreuses années que je suis au raid, que j'ai vu la menace empirer d'année en année. Je pense qu'aujourd'hui, elle est arrivée à son summum. J'avance vers la baie vitrée et je vois donc un lance-roquette et une Kalachnikov. Quand j'ai entendu la porte et qu'il montait l'escalier, en fait, j'ai entendu ce bruit un peu spécial. Et là, j'ai senti qu'on n'avait pas d'autre choix. Et donc j'ai dit à Lilian, écoute, cache-toi et coupe ton portable. Monsieur Catalano va être très courageux parce que il a demandé à un de ses employés de se cacher à l'intérieur. Donc il subit une très forte pression. Ils m'ont dit, vous nous reconnaissez? Je dis oui, je sais qui vous êtes. Il me dit, ouais, votre bureau. Donc j'ai dit, il est là. Et donc ils m'ont fait effectivement rentrer dans le bureau. Dès le départ, ils m'ont dit assez rapidement dans la conversation, de toute façon, on voulait en finir dans les bois. Mais ça se terminera aujourd'hui et chez vous, quoi. En essayant de tuer le maximum de personnes du GIGN, de la police et tout ce qu'on peut, quoi. La seule issue possible pour eux, c'est d'affronter les forces de l'ordre. Nous, on n'est pas loin, mais il y a une patrouille de gendarmerie qui va au contact. Une patrouille de gendarmerie, c'est un binôme, donc c'est 2 gendarmes qui viennent pour localiser, confirmer le renseignement. J'ai vu arriver les gendarmes se garer devant ma boîte aux lettres. Et à ce moment-là, ils ont dit on y va. Pour moi, bon, ça allait, je pense que ça allait se terminer là, finalement. Et moi, j'étais en haut, assis. Et ils sont descendus. Ils viennent au contact. Et donc là, il y a effectivement un échange de coups de feu. Il est 9h05 à peu près, entre la patrouille et les frères Kouachi. D'ailleurs, un des gendarmes
blessera légèrement au cou un des frères Kouachi. J'entends que ça monte l'escalier. En montant, ils me disent « Monsieur, vous êtes où? Monsieur, vous êtes où ?» J'ai dit « Vous inquiétez pas, je suis là. » Je pense qu'il s'attendait sûrement pas à être touché ou blessé parce que j'ai senti qu'il était les œufs un peu plus hagards. Et c'est son frère qui a dit « La balle est ressortie » et c'est là que moi, j'ai vu qu'il avait du sang. Et là, j'ai dit « Écoutez, je suis correct, je peux vous soigner. » À partir du moment où il y a cet échange de coups de feu, ils vont s'enfermer dans l'entreprise. Donc, en termes militaires, on va dire qu'ils sont fixés. Ils ne bougeront plus. À partir du moment où on a des équipes du GIGN qui arrivent sur Damartin, il est impossible, il est inconcevable, il est inenvisageable que les deux frères Kouachi repartent. La fin de l'histoire s'écrira à Damartin. On a donc les frères Kouachi à l'intérieur d'un bâtiment. On ne sait pas, par contre, si ils ont localisé, détecté le jeune qui était à l'intérieur. J'avais toujours cette angoisse que Lilian soit découvert, en fait. Parce que je savais que, au-delà de ma vie personnelle que j'avais considérée comme terminée là, il y avait aussi celle de Lilian. Il est otage ou il est toujours caché? Il nous dit qu'il est caché sous un évier. Ce qu'on prévoit immédiatement, c'est un dispositif qu'on appelle un plan d'assaut d'urgence qui nous permet d'intervenir si la situation dans le bâtiment venait à nous échapper. En gros, si on entend des coups de feu à l'intérieur, si on pense qu'ils ont détecté le jeune, là on agit tout de suite. Celui qui était blessé était quand même sonné, en fait. C'était une sensation un peu sonnée, avec toujours en regardant un peu en l'air. Et l'autre trépignait un peu des pieds tout le temps, avec toujours sa Kalachnikov quand même, parce qu'il me surveillait toujours. Moi, j'ai quand même, en le regardant, j'ai quand même demandé si je pouvais partir. Il m'a dit non, le pansement est tombé, il faut le refaire. Il va prodiguer des soins, sachant pas ce qui va lui arriver. Donc effectivement, il y a une pression énorme sur M. Catalano. Et au final, il va demander à partir. C'est au bout de la 3e fois que j'ai demandé si je pouvais cette fois-ci sortir. Est-ce que je peux partir maintenant? Et en fait, là, il m'a dit allez-y. Il est, entre guillemets, libéré, et il est libéré avec un message. En lui disant, voilà, nous sommes Al-Qaïda, et nous allons combattre. Nous, on se retrouve très rapidement face à une situation qui, malgré tout, est relativement simple. On a le temps, il n'y a pas d'otages, on a une situation qui est plutôt favorable au GIGN. Et puis, comme un coup de tonnerre, se déclenche cette terrible prise d'otage que nous qualifions de prise d'otage de masse, dans la mesure où il y a 26 personnes retenues en otage, des personnes abattues dès les premières minutes. La situation, elle est unique. On n'avait jamais eu ça en France. C'est-à-dire qu'en même temps, on a 2 foyers de terrorisme qui doivent être traités en même temps. Koulibaly est très clair dès le départ. Il nous l'annonce. Si nous tentons quoi que ce soit contre les frères Kouachi, il n'hésitera pas à abattre tous les otages. Ok, ils sont 6 avec un bébé. D'accord, un bébé d'1 mois. Ils en peuvent plus, ils meurent de froid parce qu'ils sont dans une chambre de froid. 6 plus un bébé dans la chambre froide. Voilà. Monsieur, je m'en occupe. Monsieur, je vais vous demander de rester là. On a des membres des familles qui envoient des textos ou qui téléphonent de vive voix. Là aussi, les messages analysés nous font penser qu'on est dans une situation extrêmement dangereuse qui peut basculer à tout instant. Est-ce qu'elle est fermée par un rideau métallique tiré? Oui, voilà. On a parlé à de nombreux otages. Ouais. Et ces nombreux otages nous avaient décrit des bâtons de dynamite.
est en face d'un individu hyper radicalisé, qui est, à mon avis, déterminé, bâton de dynamite, 2 Kalachnikov. Il semblerait qu'il soit seul. Alpha, bravo Charlie les gars, mettez-vous. Mettez-vous en place les gars. On sait que l'intervention est inéluctable, parce qu'on sait très bien que, intérieurement, que le terroriste ne va pas se rendre. Donc on se prépare déjà psychologiquement à l'intervention, en sachant très bien que le service va être engagé à un moment. On sait qu'il y a peu de chances qu'il se rende. On le sait, mais bon, on va essayer quand même. Je pense qu'il veut que ça dure. Je pense qu'il veut que ça dure. Après combien de temps, ça on l'ignore. Il a aussi des explosifs en sa possession, il nous le dit, on le sait par les otages. Donc est-ce qu'ils sont déjà prêts à fonctionner, ou est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il lui faut du temps? Ça, c'est des questions qu'on peut encore se poser, quoi. Il ne faut pas lui laisser le temps de se préparer davantage. Tout ça nous amène à penser que l'assaut doit être envisagé le plus rapidement possible. Je voudrais qu'on fasse l'effort, que vous fassiez l'effort avec nos garçons d'ouvrir cette porte, cette putain de porte arrière, et de sortir un maximum de gens. Et après, on se met. Sur le plan d'assaut qui avait été arrêté sur l'hypercachère, la BRI devait faire sauter la porte à l'arrière, rentrer et neutraliser Koulibaly, pendant que l'autre groupe venait par le devant sous la protection du blindé pour faire sortir les otages. Le terroriste qui était dans la zone de l'hypercachère avait bien précisé que si les 2 terroristes de Dammartin étaient tués, il tuerait la totalité des otages. Il est évident que le maître d'œuvre dans cette affaire-là, celui qui va donner le top départ, c'est le RAID. Pourquoi? Parce que on a les otages. Et eux peuvent intervenir après, puisque les frères Kouachi n'ont pas d'otages. Nous avions la priorité de l'assaut. Donc nous étions quand même sereins en sachant que c'est nous qui donnerons le top A. Mais bon, les terroristes, comme d'habitude, ne respectent jamais les plans. Vers 16h30, la porte de la façade principale de l'imprimerie s'entrouvre. Elle reste entrouverte quelques instants. Il referme et plus rien. Donc là, tout le monde retient son souffle. La tension monte d'un cran. On sait qu'à ce moment-là, il va se passer quelque chose. On le sent tous, mais on ne sait pas quoi. Et quelques minutes plus tard, les 2 frères Kouachi sortent, les armes à la main, et immédiatement, ils tirent en direction de mes équipes. Ils tirent à plusieurs reprises, ils partent sur le côté, ils vont au contact, ils sont à quelques mètres. Hein. Il y a un vrai face-à-face qui s'engage. C'est un combat qui va durer quelques secondes. Et au final, fidèles à leur logique d'aller jusqu'au bout, ils continuent à tirer et nous sommes obligés de les neutraliser. Quand on récupère l'otage, on se dit, bon, ok, l'otage est sain et sauf, le job est rempli. On a arrêté les 2 frères Kouachi dans leur cavale meurtrière. Maintenant, c'est pas du tout une satisfaction. On aurait préféré les interpeller vivants. C'est clair. Quand les Kouachi sortent de leur refuge en tirant sur les zones du GIGN, évidemment, à cet instant, on sait que pour nous, à Vincennes, il va falloir prendre une décision immédiate. C'est une course contre le temps, donc il faut qu'on mette en place l'assaut assez rapidement. Il est attribué à la BRI l'entrée par la porte de livraison. Le RAID, quant à lui, sera en charge de la porte principale. On sait que c'est le grand moment, quoi, que les gens sont entraînés. Mais moi, ce qui me passait par la tête, c'est de me demander combien allait revenir de l'assaut, quoi.
Parce qu'à l'intérieur, on sait ce qui nous attend, on sait qu'il a des kalachnikovs, on pense qu'il a des explosifs. Je me dis, j'envoie 2 équipes, et combien vont rentrer ? J'étais porteur donc du bouclier. Je savais que c'était une position particulière, pour moi et pour mes collègues aussi, parce que j'ai aussi un rôle de protection pour les collègues. Lorsque la porte saute, la colonne BRI pénètre, et alors qu'on nous avait décrit à l'intérieur des cartons, on a une palette pleine avec 1 mètre cube de farine et de sucre. Donc les collègues rentrent, mais évidemment, ils rentrent beaucoup plus lentement que ce qui était prévu. Au lieu d'avoir une action très fulgurante, ils sont immédiatement agressés par Koulibaly qui vient et qui ouvre le feu sur les premiers de colonne. Donc ça tempère un peu l'intervention. Et lorsque le blindé se déplace avec nos collègues du raid qui ouvrent le rideau pour faire sortir les otages, en fait, ils sont confrontés à Koulibaly qui, en quelque sorte, fait le ping-pong, le va-et-vient entre les 2 colonnes. Le volet, il se lève, mais on a l'impression qu'il met une éternité à se lever, quoi. Là, la seule chose qu'on a en tête, c'est motiver ces gars pour monter à l'assaut. Et là, le feu se déclenche. Je vois le premier collègue qui passe sous le rideau métallique. Ce premier opérateur va entrer dans l'épicerie. Il se rend compte que des otages sont regroupés sur la gauche du magasin. Il fait le choix de partir à droite pour attirer le tir du terroriste sur lui et non sur l'axe où se trouvaient les otages. Et on aperçoit la personne sortir, foncer. Il s'est jamais arrêté, quoi. Il est venu jusqu'au contact de la colonne. Et il a été neutralisé à ce moment-là. Sur Vincennes, on a sauvé 26 otages. C'est notre action directe qui les a sauvés. Ils nous ont dit d'ailleurs, sauver une vie, c'est sauver le monde. Donc on a sauvé 26 mondes. Fais quoi? On va où? Prenez-les, c'est bon. Prenez-les. Allez. On y va. Vous êtes blessé? Vous êtes choqué? Vous avez quelque chose de blessé ou pas? À part choqué, vous n'avez rien. La frustration que nous pourrions ressentir, c'est le fait de priver la justice, les victimes et leurs familles d'un procès. La police ne rend pas la justice. La police interpelle et défère devant les magistrats. Or là, c'est impossible parce que ces personnes en ont décidé autrement. Ce qui est difficile, justement, c'est de rester policier et en même temps être confronté à des situations de guerre. Et que les gars dans l'unité soient capables le lundi de travailler sur des braqueurs et le jeudi être confrontés à des terroristes qui, eux, veulent tuer le maximum de monde et également mourir. C'est des modes de fonctionnement qui sont très différents, plus de soldats. Et à nous, il faut qu'on essaie de s'articuler entre ces 2 modes de fonctionnement. Et ça, c'est pas facile. La présence des médias a été particulièrement angoissante pour les familles de nos opérateurs. Derrière chaque homme en noir, vous avez une famille. Et la famille, elle est devant la télé, elle regarde. Et quand elle voit sortir un gars de chez nous qu'on tire par terre et qui a été blessé, elle se dit c'est mon fils, c'est mon mari, c'est mon père. Et ça, c'est destructeur. C'est destructeur pour la famille, pour l'opérateur. Et partant de là, c'est destructeur pour l'unité. C'était très dur pour les familles, effectivement. Et je dirais même que c'était plus dur à vivre ce moment-là que pour les familles que pour nous. Parce que nous, on est dans l'événement, on est dans l'action, on est dans notre job. Et eux, ils ne peuvent que constater et s'inquiéter. Donc oui, c'était très dur pour les membres de ma famille.
pense que tout le monde était rassuré à la fin de savoir que tout le monde était en vie et que tous les otages aient été sauvés. Donc on a quand même un sentiment de satisfaction du travail accompli. On se retrouve ensemble, on se congratule, mais pas trop vite parce que déjà, on savait que ce serait pas fini. On ne savait pas quand, mais on savait que ce n'était que le début des événements violents qu'on allait rencontrer. Le 13 novembre, d'abord, on était tous fatigués à la BRI parce qu'on venait de terminer une affaire judiciaire importante. Donc tout le monde est chez soi le vendredi soir, essayer de décompresser un petit peu. Et les téléphones commencent à s'agiter juste après la première explosion au Stade de France, vers 21h20, je crois. Une seule explosion, ça peut être un accident, c'est ce qu'on a tous pensé. Je partais avec mon fils, Ryan, qui a 13 ans, et on y allait dans le but de regarder le match. Profiter du stade de France que mon fils n'avait jamais vu. Quand on arrive à l'angle, je vois un mec passer, un individu passer. Face au public qu'il y avait autour de moi, c'est une personne qui a une attitude bizarre. Il était agité. Le fait d'être un peu trop agité à mon goût, je pensais au braquage. Et mon fils Ryan me dit « Papa, j'ai envie d'aller aux toilettes. J'y vais avec toi. » Et je lui dis « Non, non, reste. Moi, j'y vais. Quand je reviens, tu y vas, toi. » Je rentre dans les toilettes et je tombe nez à nez avec le mec, comme ça. Transpirant. Vraiment, mais transpirant. Il donnait l'impression d'être angoissé, stressé, de pas être bien du tout, en fait. J'arrive devant le stand pour récupérer mon sandwich. À peine je le mets en bouche, au moment de le mettre en bouche, boah, explosion. Quand je le vois s'exploser, mes yeux ne font même pas ça en fait, ne clignent même pas des yeux. Je suis figé et je jure, Ryan! Tout de suite je pense à mon fils. Une bombe a explosé. Wow, ok, je crois qu'il est mort. Hey, tout le monde recule! Je me dis, mon gamin, il est où? Je reviens sur mes pas. Je vais regarder le terroriste pour voir s'il n'y a pas les vêtements de mon gamin. Si les vêtements de mon gamin n'était pas sorti là et avait explosé avec le terroriste. Je vois une dame par terre, pleine de sang, de chair humaine, et je la porte, cette dame. Je dis, madame, madame. Et au moment de la porter, je tourne de ce côté-là, deuxième explosion. Ah, barrez-vous, barrez-vous! Il y a des attentats, il y a des attentats! Deuxième explosion, courez, courez! Je me dis, mon gamin, il est où? Et on finit par le retrouver, en fait, à l'extérieur. Et quand je le retrouve à l'extérieur, je suis en larmes. On savait qu'il y avait eu 2 explosions, mais on pouvait penser aussi que bon, il y avait un match de foot, il y a plein de commerces avec des baraques à frites, des choses comme ça. Je me suis dit, c'est peut-être une explosion d'une bouteille de gaz, c'est peut-être accidentel, tout simplement. Dans les ondes radio, j'entendais que c'était des bombes de gaz. Des bombes de gaz. Et je leur disais, mais c'est pas des bombes de gaz, c'est de la chair humaine. Regardez, regardez. C'est de la chair humaine. C'était des kamikazes. D'accord, ok, ouais. Pendant que je regarde l'équipe de France jouer, j'ai un message me demandant de revenir au service. On n'a pas encore l'ampleur de l'événement à ce moment-là. On sait qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas quoi. C'est vendredi soir, c'est le week-end, je me dis que je vais passer une super soirée. Je pense déjà à l'après-concert en me disant qu'est-ce
qu'on va faire, quoi. On avait décidé d'emmener nos compagnes et épouses respectives à ce concert. Donc c'était vraiment une... J'ai failli prendre une place pour ma fille aussi, qui a 15 ans, et heureusement je ne l'ai pas fait. Et donc, non, ça part, on est très... Non, c'est vraiment, c'est très festif. On est 7 au départ. Il y en a un au milieu du concert qui, au bout de 20 minutes, me dit ça m'intéresse plus, je me barre, je vais rentrer chez moi. Et il part. Et là, il nous envoie des photos. Vous recevez des images sur votre téléphone pendant le concert. Vous vous dites, bon, c'est des règlements de compte. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Lorsque j'arrive rue de la Fontaine au Roi, ce qui me marque, c'est le regard des personnes qui sont sur place. Je pense que beaucoup de gens ont été extrêmement choqués par la scène vécue, bien évidemment, mais aussi les personnes qui sont arrivées après. Et les premiers éléments sont que les tireurs se sont réfugiés dans un immeuble qui est cerné par nos collègues primo-intervenants de la police parisienne. Donc il faut progresser pas à pas parce qu'une prise d'otage potentiellement peut être en cours, où les individus peuvent être retranchés et nous attendre avec un armement assez lourd. Heureusement, il n'en est rien. Les terroristes sont repartis, mais il nous faut beaucoup de temps pour progresser. Les gens sont terrés dans leur appartement parce que par leurs fenêtres, ils ont assisté, pour certains d'entre eux, à la fusillade. Je suis chez moi, on est vendredi soir, et là, d'un seul coup, il y a cette pétarade dans la rue. Donc on pense à des pétards. Et puis très vite, je dis non. Déjà, c'est trop saccadé. Et puis, c'est trop fort. Et je dis à ma fille, file au fond de l'appartement, va te cacher. Et pendant ce temps-là, en bas, je vois vraiment ce fou qui tire. Il tire, pas précisément, il arrose. C'est rafale dans un sens, rafale dans l'autre. Et ça part. En permanence, pendant 4 minutes. Il fait tomber le chargeur, il en remet un. Ceux qui vont combattre, qui vont faire le djihad en Syrie, et ils reviennent, ils sont hyper dangereux. Mais ils reviennent, ils sont hyper dangereux par leur technicité. Mais ils sont hyper dangereux parce qu'ils sont détruits moralement et psychologiquement aussi. C'est-à-dire que quand ils sont là-bas, ils assistent à minima, mais souvent participent à des atrocités, à des égorgements, à des décapitations, à des crucifixions, à des enterrements vivants. Ils sont formés là, ils sont formés au maniement des armes. Les terroristes ont manié leurs armes à la façon de combattants, c'est-à-dire ils ne rechargeaient pas tous les deux en même temps. D'abord ils rafalaient, ensuite ils tiraient au coup par coup. Il y en a vraiment un qui est face à la terrasse, qui tire sur la terrasse. L'autre est devant la voiture, il est en protection. Et lui tirait sur les voitures qui passaient, les gens qui sortaient des immeubles. Je ne vois pas la terrasse parce qu'elle est au pied de mon immeuble et il y a un petit auvent sur la belle équipe. Donc en fait, je ne vois pas les gens, mais je les entends. J'entends les cris, les gens qui essaient de fuir.
On voit sur la vidéo une voiture noire qui fait un demi-tour violent. On entend des coups de feu. Ça tire, ça tire, gros, ça tire, recule. Je me suis arrêté. Parce que je savais pas si ça vient d'où. En fait, je cherchais et là, j'ai vu les flashs. Et c'est là, en fait, que mon champ de vision est tombé sur la terrasse de Belle Équipe. Et je commence à voir un gars avec une arme. Au moment où ils allaient partir, j'en vois un troisième monter sur la terrasse et lui pas à la rafale, balle par balle, sur les gens qui étaient par terre. Et il remonte dans cette Seat noire. On monte dans sa voiture et ils prennent la direction boulevard de Charonne, donc vers nous. Ils sont où? Ils sont là dans cette voiture. Tu crois? Juste après leur passage, je me dirige directement vers la terrasse de Belle Équipe. Et là, on voit des gens qui crient. Là, c'est mon instinct de secouriste qui reprend le dessus tout de suite. Je dis, il y a des gens en train de crever en bas, je peux pas rester. Faut que je descende. J'arrive, je vois tout de suite en face de moi quelqu'un qui est mort. Ça se voit. Il y a du sang partout. Là, il n'y a plus rien debout. Tout est renversé, tous les gens sont par terre, il n'y a plus rien. Il y a un tas de corps. Là, c'est difficile. Et puis devant moi, il y a une jeune fille qui est vivante. Je vois sur sa jambe gauche, ça saigne énormément. Je mets les compresses sur la plaie. Je lui demande d'appuyer dessus. Elle me dit, je peux pas, j'ai une balle dans le bras. Je me souviens qu'à côté, il y avait une personne qui saignait du ventre. J'ai plus rien dans ma sacoche, j'ai plus de compresses. J'enlève mon t-shirt. Puis je mets mon t-shirt dans la plaie, j'appuie dessus. Je sais qu'à un moment, je suis torse nu, ça a été filmé. Je me lève et je crie, mais quand est-ce qu'ils arrivent les pompiers? Parce qu'on n'a plus rien. On n'a plus rien pour faire de garrot, on n'a plus rien pour essayer d'empêcher le sang et la vie de partir. Quand on arrive rue Charonne, la première terrasse est vide et on y trouve une quinzaine de corps par terre, quoi. Et on voit que les secours, enfin moi je vois mes gars qui sont en train de courir avec les blessés dans les bras, des gens qui crient, des gens qui pleurent, il y a des victimes encore partout. J'ai l'impression de tomber dans une situation de guerre encore très fraîche et très anxiogène pour tout le monde. Et je crois que notre boulot c'est ça, c'est de dire voilà, les gars, on fait simple, on regroupe tout le monde à tel endroit, on essaie juste de faire, alors c'est peut-être un peu péjoratif comme mot, mais un tri. Vraiment le but c'est de regrouper le plus de victimes possible et puis qu'un secouriste, il peut s'occuper presque de 2 victimes à la fois. Hein. S'il a besoin de faire un bandage à droite et puis ensuite un point de compression à gauche, il peut le faire. J'ai en mémoire une scène rue de Charonne qui était relativement dure à vivre, et notamment pour le médecin. Sur cette terrasse, il y avait un frère qui était avec ses 2 sœurs. La première sœur est décédée sur le coup. Et sa deuxième sœur avait une balle dans la tête. Et c'était compliqué pour lui de lui dire qu'on n'allait rien pouvoir faire pour sa deuxième sœur. Son cas était vraiment très grave et elle nous aurait ponctionné presque trop de monde à ce moment-là pour un cas qui était désespéré et on n'aurait pas pu en sauver d'autres. Donc là, le médecin, quand il a fallu qu'il explique à son frère, bah, écoute, reste à côté de ta sœur. Pour l'instant, on ne peut rien faire avec elle, elle va certainement partir. Ouais, c'est des moments qui sont compliqués. Ouais.
Il y avait une image qui m'est restée devant ce restaurant. Il y avait un panneau, tu sais, comme on trouve souvent les happy hour. Eux, ils l'avaient écrit en français, heures heureuses. Sauf que ce panneau-là, il était par terre, avec le sang qui coulait dessus. On a des terroristes qui agissent en 3 temps. Premier temps, je frappe une cible à haut potentiel d'affect et médiatique en France. Alors ça peut être des militaires, ça peut être des policiers, les journalistes de Charlie Hebdo, des gens qui sont à l'intérieur d'une salle de spectacle. Je massacre le plus de personnes possible, ensuite je me retranche et après j'attends que les forces de l'ordre arrivent et je finis en combattant. C'est là où tu réalises. J'entends ses premiers tirs et ses premiers cris en fait. Plutôt les cris qui m'alertent que les bruits parce que les bruits sont tellement communs qu'au début je me dis c'est la batterie. Je vois que le groupe fait un mouvement de recul et je vois notamment le guitariste qui est quasiment en face de moi se tirer. Tout d'un coup, espèce de mouvement de foule comme ça qui pousse, puis c'est pas des pétards, et tout d'un coup, je tombe par terre, et puis d'un seul coup, vite relevez-vous, sortez. Et là j'entends des bruits, ça sent tout de suite la poudre. À ce moment-là, je fais un mouvement en arrière et je me retourne et là je vois toute la fosse qui est en train de s'allonger, mais comme un champ de blé, si tu veux, avec le vent, quoi. Tout le monde se couche devant moi et je vois, au fond, ces 2 silhouettes, ces 2 types, avec ce qui a l'air d'être une arme, quoi. Enfin, chacun une arme avec toujours ce bruit, ce pa. Je me suis retourné pour comprendre et j'ai vu une silhouette d'un homme en train de tuer une autre personne que j'ai clairement vu pendant même pas quelques secondes. Et là, la seule chose à laquelle je pense, c'est... Ok, il faut que tu planques ta tête. Pas que tu prennes une balle dans la tête. J'ai sauté sur la barrière devant la scène, je suis monté sur la scène, je me suis engouffré dans le coulisse. J'ai trouvé une loge avec des toilettes et on s'est retrouvés bloqués là-dedans pendant toute la durée de l'attaque en fait. Quasiment dès le début des tirs, la lumière s'est faite. La fosse est complètement illuminée et ils vont nous tirer comme des lapins. Je vois 2 mecs au fond. Un entre le bar et la rambarde, en plein centre, comme à la fête foraine, quoi. Bien sur ses appuis, tirant dans la foule, bam, comme ça. Et l'autre, un autre hurlant, si vous êtes là, c'est à cause de nos frères en Irak et en Syrie, à cause de votre président François Hollande et tout. On a entendu les coups de feu pendant 10 minutes, c'est long 10 minutes. C'est très très long. Les coups de feu sans arrêt pendant 10 minutes, les hurlements des gens. C'était horrible. Horrible parce que tu comprends pas, il y a 5 minutes, t'es à un concert. Et d'un coup, tu vois des mecs en train de te tirer dessus, en train de te tuer. Et ils sont heureux de faire ça. Vous ne devez pas faire de bruit, parce que si vous faites du bruit, vous attirez l'attention
Si vous attirez l'attention, la personne va venir vers vous. They started going around and telling everybody to shut up, or they would kill them, and that's what they did. Anytime anybody made a noise. Le moment de ce silence où les gens se font assassiner dans le silence le plus complet, c'est long. J'en voyais quelques-uns ramper. Et là, t'entends ces bruits des blessés, les cris des blessés, les espèces de râlements dans la salle. Une personne qui est juste devant moi, qui est juste devant moi, je suis allongé sur le ventre, commence à geindre, et des gens commencent à dire, mais chut, essaye de te contenir, on sait pas du tout ce qu'il a, comment il est blessé, parce qu'on a peur que ça attire les terroristes vers nous et qu'ils continuent à faire leur belle trappe au sol, quoi. They came back and they saw us and they shot us. They were about 2.5 meters from us when they shot us. Nick was hurt and I was hurt. I got shot in both legs, both thighs. He died peacefully and he didn't suffer. À un moment, mon cerveau s'est enclenché. Donc je calcule mes probabilités de survie. Je me rends compte qu'on est plusieurs autour de moi, qu'on se regarde tous un peu. Il n'y a rien, il n'y a pas de mots qui sortent, mais c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et là, il y a une jeune fille qui a crié il est à l'étage, il est à l'étage. Donc là, t'as ta chance, parce qu'ils sont en train de monter, ils sont dans les escaliers du Bataclan en train de monter. T'as, je sais pas, 15 secondes. C'est le moment ou jamais, quoi. Et là, à ce moment-là, j'ai aidé les 2 personnes qui étaient à côté de moi à se relever. De la fosse commençait à pousser, à monter 2-3 marches qui nous séparaient pour courir vers les portes de derrière. On se lève tous, sauf une fille qui était juste derrière moi, qui me dit je peux pas. J'essaie de tenir la main, je la lâche, je trace. Là, d'un coup, je vois de la lumière, je dis putain, ça y est, c'est la rue, quoi. Et là, je pousse les gens, j'arrive dehors, et là, je vois tout le monde partir dans tous les sens. Moi, je m'attendais, si tu veux, à avoir tous les flics de Paris et de pouvoir courir dans les bras d'un mec du raid et qui allait me mettre derrière son bouclier et c'était terminé, quoi. Y a personne. Chaque minute passée, pour des victimes, c'est une minute de trop. Maintenant, il est bien évidemment impossible d'avoir une unité d'intervention qui se trouve dans les parages d'une action terroriste. Nous, on met du temps à venir, on patrouille pas et on n'est pas, il se passe pas un fait et nous, on n'est pas 5 minutes du fait, ou alors c'est un coup de chance. On mettra du temps à intervenir. Il y a des gens qui ont subi la situation et qui ont eu certainement le sentiment qu'ils étaient abandonnés et qu'on n'allait pas assez vite. Mais je sais pouvoir affirmer aujourd'hui qu'on est allé vraiment au plus vite et qu'on les a secourus le plus rapidement possible. On aperçoit donc 2 des terroristes qui arrivent à l'autre bout du balcon. On les voit arriver avec leur Kalachnikov à la main. On se planque, on se met à plat ventre entre les sièges. Et là, les 2 terroristes arrivent vers nous en disant on va pas vous tuer, mettez-vous sur le côté. Et donc c'est comme ça que démarre la prise d'otage qui s'est déroulée donc dans le couloir en haut au niveau du balcon du Bataclan.
Avant que les équipes d'intervention arrivent, les équipes de la brigade anticriminalité sont arrivées assez rapidement. Ils ont eu une action exemplaire. I saw one officer come in from the swinging doors next to where we were, and he shot a couple of times. C'est que le commissaire de la BAC Nuit, quand il a tiré, il y a de fortes chances qu'il l'ait touché. En tout cas, s'il ne l'a pas touché, il s'est fait sauter. Ils en retirent presque une satisfaction. Du genre, la volonté d'Allah est faite, quoi. Pour eux, je pense que ça fait partie aussi de la finalité. Suite à l'explosion, les deux terroristes nous demandent de bouger, et donc ils nous rassemblent, et là on est à peu près une douzaine, dans le couloir qui donne sur le passage. Quand on arrive dans ce couloir, il y en a un des deux qui est plus chaud et qui limite, lui, est prêt à se faire sauter tout de suite. Et l'autre lui dit non, on attend, et donc statu quo. C'est le seul moyen d'interrompre des tueries de masse, c'est-à-dire arriver sur place et engager par le feu ces gens-là pour qu'ils arrêtent de s'occuper de leurs victimes potentielles et pour qu'ils s'occupent des policiers qui ripostent sur les policiers. C'est ce qu'on fait excellemment, de manière brillante, ces BAC. Et une fois que les terroristes se retranchent, il n'y a plus de massacre. Ils attendent que les forces d'intervention arrivent. Assez rapidement, ils veulent un peu marquer leur territoire. Donc là, un des deux, il se penche par la fenêtre et il tire des rafales vers le début du passage. Et d'ailleurs, dans le passage, sur les murs des bâtiments, il y a encore les impacts. Donc là, ils ont l'air assez satisfaits de la manière dont ça se déroule. Et ils expriment clairement le fait que eux, ils sont pas pressés. C'est-à-dire, ils peuvent rester là 2 heures, 2 jours, ça leur pose aucun problème. Donc, ils se préparent vraiment à tenir un siège, quoi. On s'approche, on fait jonction avec les effectifs de la BAC Nuit, qui nous informent de la situation de manière très très succincte. Et là, on découvre l'entrée principale du Bataclan, avec déjà 7-8 corps qui gisent sur le trottoir. Le chef de colonne me demande d'assurer la couverture façade du Bataclan. J'ai pris ma position, mais je me suis retrouvé à environ 70 mètres à découvert, quoi. Donc là, je me suis dit, putain, ça va peut-être t'en prendre une, quoi. Et là, j'ai remarqué une personne qui était assise. Et là, je me rends compte que c'est une victime et que c'est un homme qui est décédé. Ça scotche un peu. Parce que le contraste entre 3 quarts d'heure avant où vous êtes chez vous, tranquille, vous vous retrouvez sur une zone de guerre dans Paris. Et là, cette personne, son visage me restera gravé à jamais dans ma mémoire. Ce qui est important, c'est de garder une attitude professionnelle, même si on est submergé par de l'émotion. He was calm for 10 minutes. I finally said, okay, well, I have nothing else to lose now. And I went through the doors finally, and all the police were outside at the entrance of the venue, screaming at me, run, run. And I said, well, I can't run. I have bullets in my leg, in my thighs. And so 2 of them came and grabbed me
and ran with me and took me down the street. And as they were taking me down the street, the special forces came in. La colonne entre dans le hall. Et là, dans le hall, il y a des morts, il y a du sang partout, il y a des amas de verre, parce que les portes en verre ont explosé. Et là, la colonne se positionne dans ce hall, juste devant les portes qui donnent sur la salle de spectacle. L'enfer. C'est comme si on avait ouvert les portes de l'enfer, en fait. Et j'ai cette vision-là, en fait. Quand je rentre dans le Bataclan, tous ces corps enchevêtrés les uns sur les autres. Il y a des vivants, il y a des blessés très graves, il y a des morts. Et surtout, il n'y a pas un bruit. C'est la première fois qu'on arrive et que le massacre a une telle ampleur, quoi. Je crois que ça va rester gravé pour tout le temps, quoi. Tous ces corps et le sang, les collègues glissés dans le sang, quoi. On pense que tout le monde est mort. Personne ne bouge, tout le monde a les yeux fermés. Et il y a des mares de sang, on entend quelques plaintes de gens qui sont blessés, mais ce qui prévaut, c'est le silence. Et on a 3 couches de corps devant nous sur toute la longueur de la fosse, et des dizaines de corps aux côtés du bar aussi. Ce qui est horrible, c'est qu'on voit très bien qu'il y a un nombre incalculable de victimes, mais on comprend très vite en fait qu'il y a plein d'otages encore vivants, quoi. Et que la situation peut encore empirer. Et là, on nous dit, c'est la police, on est là, surtout ne bougez pas, ne faites rien, ne bougez pas et tout. Et là, tout d'un coup, c'est, s'il vous plaît, venez nous aider, tout ça. Et les gens, évidemment, paniquent. On demande aux gens de ne pas bouger, parce que ce dont on avait peur, c'est que comme on ne savait pas où étaient les terroristes, que si les gens commencent à se lever et que la fusillade reprenne et que nous, on ne soit pas en mesure de riposter. Quand on commence à pénétrer dans la fosse, on fait les pourtours, là où les terroristes peuvent se réfugier dans l'ombre ou derrière des tables ou autre. Le temps de progresser et d'aller au fond, on croise des personnes blessées et on sait qu'on ne pourra pas tout de suite les secourir. La priorité, c'est la sécurisation des lieux et ensuite l'évacuation des blessés. On marche au milieu des personnes valides, des personnes blessées, des personnes décédées. On ne peut pas répondre à leurs attentes. Beaucoup nous disent « sauvez-nous, on est en train de mourir ». Certains nous attrapent le pantalon, certains nous demandent de l'aide et on ne peut pas vraiment, malheureusement, en donner. Et là, les gens commencent à « s'il vous plaît, venez m'aider, il est en train de mourir ». Et une femme s'effondre en larmes parce que certainement un de son ami, quelqu'un de proche, est en train de mourir dans ses bras. Et on ne peut rien faire, rien du tout. Rien du tout. C'est vraiment une image qui a blessé beaucoup de collègues. De mon côté, j'en ai un qui est venu me voir et qui me disait « il y en a un qui m'a attrapé la cheville et je ne l'ai pas aidé ». Avec du recul, on se dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dû faire. J'ai marché dans le sang, j'ai enjambé des morts. J'ai été juste happé un moment par une personne qui était blessée, qui m'a attrapé par le bas du pantalon. Quand j'ai vu qu'elle était blessée, je me suis rapproché, je lui ai pris la main, je lui ai dit il y a quelqu'un qui va venir vous chercher. J'ai appelé 2 fonctionnaires de police, ils sont venus la prendre, ils l'ont évacuée. Et je me suis concentré sur ma mission, parce que notre mission première, c'était d'aller chercher ces terroristes pour que ça cesse. Et puis à un moment, on nous dit ceux qui sont valides, levez-vous, sortez. Donc je ne suis pas blessé. Je me lève, je sors. Et avant de sortir, je me retourne. Parce qu'il est hors de question que j'oublie, quoi. Je me retourne et je regarde. Je regarde. Et puis donc quand on sort comme ça, tout de suite je sors mon téléphone. Et là tout de suite, paf, mon téléphone sonne et là c'est ma femme et elle dit, en fait elle m'avait vu sortir et en fait elle était juste, elle est sortie 30 secondes après moi, donc avec mon frère. Et mon frère, ma belle-sœur, nous on s'en est sortis. C'est miraculeux, quoi. On commence à faire sortir et à évacuer des blessés en se servant des équipages des primo-intervenants,
en se servant aussi de nos docteurs, puisque nous on est médicalisés et nos docteurs ont été à la tâche et à la peine. C'est le cas de le dire, pour des docteurs ça a été terrible de voir ça. Des balles de Kalachnikov, c'est dévastateur. Hein. Les gens, bon, les membres étaient arrachés, qui étaient horriblement mutilés, donc c'est difficile. Donc ils ont essayé de prodiguer les tout premiers soins, et ensuite ils ont été sortis et pris en compte par les médecins. Le premier geste, lorsqu'il y a des blessés dans ce type de situation, c'est de procéder à ce qu'on appelle l'extraction. C'est-à-dire de les sortir de la zone de feu pour les mettre à l'abri. Et c'est à l'abri qu'on va les soigner. Nous, on va dans la fosse pour faire le triage et récupérer ceux qui sont encore vivants. L'urgence, c'est sortir les blessés plutôt que de faire rentrer des équipes de secours. Il vaut mieux qu'elles attendent à l'extérieur, dans une zone sécurisée, contrôlée, en dehors du danger. Maintenant, exactement, je vais médicaliser, vous me les envoyez et je vais commencer à charger. Il faut qu'on évacue, vous me les envoyez ici. Là, on est dans l'urgence absolue. C'est ça l'obsession. L'obsession, c'est d'examiner le plus de gens possible, le plus rapidement possible, de faire des points de compression là où ça saigne, et d'organiser l'extraction, la sortie. Parce que je sais qu'à 150 mètres, il y a les pompiers là. J'ai pas de brancard, mais j'ai des forces de police à ma disposition. Je vois à l'extérieur des dizaines de barrières métalliques. Réflexe. Amenez-moi les barrières métalliques, mettez-les à plat, on va mettre les gens dessus, vous allez les évacuer comme ça. C'est comme ça qu'il y a des dizaines de gens qui ont été évacués sur des barrières métalliques. Tous les policiers de sécurité publique qui étaient là bien avant nous, qui sont beaucoup moins préparés que nous, ont vécu eux aussi un enfer pendant de longues minutes. On leur a demandé des choses qui étaient pour eux impensables. Je me souviens d'une blessée à qui j'ai demandé aux policiers de la laisser pour l'instant parce qu'elle était tellement grave qu'il fallait en évacuer d'autres avant. C'est le principe du triage. Et il y en a 2-3 qui m'ont fait des réflexions. Docteur, elle est en train de mourir ou voilà. Et je voyais bien que cette notion de triage, de tout ça, pour eux, c'est quelque chose sur lequel ils ne sont pas préparés. Et c'était violent. J'ai été frappé, il y a une petite nana de la police locale du commissariat, toute petite, blonde, machin, qui soulevait les barrières et qui sortait avec. À mon avis, elle devait avoir 3 ou 4 mois de police, elle était absolument imperturbable, elle était dans l'action. Et cette image m'a frappé. Et 10 minutes après, je la revois. Elle est revenue pour en chercher d'autres, vous voyez. Mais c'est ça qui sauve les gens. Moi, je continue ma progression avec toute l'équipe, qui est relativement stressante, puisqu'on est entouré de personnes, je dis blessées, décédées, et aussi valides, qui sont autant de menaces potentielles, puisqu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. La progression est difficile parce que il faut déjà comprendre où se trouvent les hostiles, progresser en essayant de sortir un maximum d'otages vivants. On en trouve partout. Tout le monde s'est caché un peu partout dans la salle. Les otages s'étaient réfugiés à tous les endroits possibles du Bataclan. Donc on ouvrait une porte de sanitaire, on allait tomber sur 3 otages. On ouvrait un bureau, on en trouvait 10. On ouvrait un placard, on en trouvait 2. Il y a ceux qui veulent pas ouvrir les portes, il y a ceux qui descendent des faux plafonds. J'ai vu des gens descendre des faux plafonds, bouger une table, et il y avait 15 personnes derrière. Au bout d'un moment, la police est arrivée. Ça fait du bien de les voir. Hein. C'est une libération, quoi. On se dit, c'était pas aujourd'hui. À ce moment-là, il y a un mélange de peur, d'angoisse beaucoup pour ma copine, et puis de joie
d'avoir survécu. Et ils nous ont fait sortir les uns après les autres, main sur la tête, fouiller rapidement. On a dû repasser devant la salle de concert pour ressortir par la porte principale. Le policier me demandait de regarder le plafond, mais moi, j'ai même pas un instant regardé le plafond. J'ai cherché ma copine dans les corps, et il y en avait vraiment beaucoup. Et surtout à l'endroit où j'étais au début du concert. Et puis au final, c'est elle qui m'a retrouvé, qui m'a sauté dans les bras avant que je la voie. Et la libération, quoi. Comme des masses d'otages avaient réussi à sortir par derrière, par devant, certains se sont dit, ils sont partis, quoi. Donc on l'a pensé longtemps. Lorsqu'on progresse à l'étage, moi-même, je commence à me dire, il n'y a plus personne, ça fait plus d'1 heure qu'on est là, qu'on piétine, ils sont partis, quoi. On entend à travers les réactions des blessés qu'il y a effectivement des policiers qui sont dans le Bataclan. On ne sait pas où, on ne sait pas quelles actions ils réalisent. Moi, de mon côté, à aucun moment, je me suis dit il va y avoir un assaut et peut-être qu'on va s'en sortir. Dans ce couloir, ils nous disposent. Donc eux se positionnent un à chaque bout. Ils nous demandent de nous mettre debout derrière les fenêtres. Donc ils mettent 3 personnes derrière chacune des 2 fenêtres. Ils mettent 3 otages derrière la porte en leur demandant de s'asseoir. Et les 2 ou 3 qui restent à l'autre bout, en haut de l'escalier. Moi j'étais devant ma fenêtre et ils nous demandaient de surveiller ce qui se passait dans les bâtiments en face et sur les toits et de les prévenir si on voyait des snipers. Et en même temps, ils nous disent surveillez et tenez-nous informés de si vous voyez des choses, sinon on vous jette par la fenêtre ou on vous tire une balle dans la tête. On a fait une progression sur toute la partie rez-de-chaussée du Bataclan. Sur la scène, on a coupé les projecteurs aussi qui nous gênaient. Et puis, on est arrivé en bas de la scène sur un escalier. Nous, on continue cette progression comme on peut. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Puis on arrive au bout de quelques minutes face à une porte. Et le premier de colonne le sent pas. Comme quoi, des fois, les intuitions, il sent pas le truc, il s'approche tout doucement. Puis au moment d'ouvrir la porte, on entend du bruit de l'autre côté de la porte et une voix qui nous dit « Reculez, reculez, je fais tout sauter ». Et demande immédiatement à parler à un négociateur. On me dit ils veulent négocier. Quand je vois ce qu'il y a à l'intérieur du Bataclan, je me dis non, ils veulent pas négocier. Il y a des morts partout. Ça me paraît même incongru. Mais eux, leur phrase, c'est pourtant on veut négocier, on veut négocier. On veut parler à un négociateur. On récupère un numéro de téléphone, et, qui est le téléphone d'un des otages qu'eux-mêmes avaient pris. Je les appelle. Donc ils demandent à ce que le groupe d'Inter qui est au plus près fasse un retrait, quoi. Et ils disent que sinon ils vont tuer un otage, ils vont lui découper la tête et faire basculer son corps par le balcon. Pour moi, c'est tellement évident, la manière dont ça va se terminer, que j'essaye de réfléchir à comment est-ce que mes filles vont s'en sortir sans moi. Considérant que c'est des terroristes de l'État islamique, qu'ils ont non seulement des armes, mais aussi des ceintures d'explosifs, pour moi, l'issue est écrite. À un moment, si vous voulez, mon négociateur me rend compte du fait qu'il pense qu'on n'arrivera pas à négocier. Quand on a affaire à des gens très déterminés comme ça, qui portent en plus des ceintures explosives, ce qui n'était jamais arrivé, bon, qui veulent la mort, on sait bien qu'on a très très peu de chances d'obtenir leur reddition. Une fois qu'on sait qu'on n'aura pas de libération d'otages et encore moins de reddition, je vais au contact de mon directeur et du préfet de police pour demander l'autorisation de passer à l'assaut. Et on se dit, bon voilà, on va être confronté à des gens qui vont peut-être se faire sauter, qui vont nous tirer dessus. Est-ce qu'on va perdre des hommes ?
Alors bien sûr, c'est notre hantise. Alors si on perd des hommes, on sera obligé de continuer et il faudra aller jusqu'au bout. Nous, à partir du moment où on décide d'y aller, on commence à pousser la porte. Les otages se mettent à hurler. On est juste derrière la porte, tirez pas, en gros, vous allez nous tuer. On commence à pénétrer dans ce couloir. Les otages immédiatement s'extraient comme ils peuvent entre nous et les murs. Et les consignes qui sont données, c'est de ne pas ouvrir le feu tant que les otages sont au milieu. Parce que notre problème, c'est qu'on a des terroristes au fond du couloir avec au milieu des otages. Les opérateurs ont encaissé les premiers tirs en avançant et un quart temps pour faire passer les otages, ou parfois même en soulevant le bouclier si les otages étaient au sol et qu'ils ne voulaient pas se lever. On est pris sous le feu d'une Kalachnikov à 30 reprises. Donc on a 25 projectiles qui touchent notre bouclier. Et on a immédiatement un collègue qui est gravement blessé à la main et à l'avant-bras, dans les premières secondes. Ça n'a pas limité les autres, en fait. Ça n'a pas marqué un temps d'arrêt dans leur progression. Devant moi, j'ai un des deux terroristes qui tire en direction de la colonne de la BRI avec sa calache. J'ai l'image que dans l'autre main, il a le doigt sur un détonateur. Je me mets en boule contre le mur. Là, il y a 2 ou 3 grenades assourdissantes qui explosent à mes pieds. Le bouclier a avancé sous le feu des terroristes et ensuite on faisait une chaîne pour tirer les otages derrière pour que la deuxième colonne les fouille et qu'ensuite ils soient extraits. Je relève la tête et là, j'ai devant moi un gars de la BRI qui me prend et qui m'envoie en gros de l'autre côté du couloir. Quelques mètres après l'entrée, le bouclier bute sur des marches dont on ne connaissait pas l'existence. Il faut que le bouclier bascule en avant. Donc il n'y a pas le choix, le premier de colonne se retrouve sans aucune protection face aux 2 terroristes qui sont au fond du couloir. On a un peu de flou, le premier de colonne ne voit pas très bien, discerne pas très bien ce qu'il y a devant lui. Et il voit une ombre revenir vers lui. Donc là, encore une fois, a priori, il n'y a plus d'otages, donc ça ne peut être qu'un terroriste. Il comprend que ça a vraiment l'air d'être un terroriste en discernant une arme. Il tire, il le touche, il voit l'ombre s'effondrer, et avec un léger décalage, on a une explosion. La chance qu'on a, c'est toute la fragmentation, toutes les écrous qui sont destinés à tuer, au lieu de partir vers nous, partent vers le mur. Et on continue d'avancer, et là on découvre le premier mort et le second qui essaie d'actionner son dispositif explosif. Et en fait, son gilet a tourné, donc le détonateur s'est retrouvé sur le côté. Donc il ne peut pas le toucher. Bon, évidemment, ils n'ont pas assez le temps de le retrouver, il a été abattu avant de pouvoir se faire sauter. J'arrive dans la salle, donc il y a d'autres personnes de la BRI qui déchirent ma chemise pour s'assurer que j'ai pas une ceinture d'explosifs et donc qui m'indiquent un espèce de fil d'Ariane où il y a des gars de la BRI tout le long en nous disant regardez pas la fosse. Et évidemment, quand on dit regarde pas la fosse, la première chose qu'on fait, c'est on regarde la fosse. Ils savaient pas ce qui les attendait, quoi. À savoir cette vision de tous ces corps, de tout ce sang, même du corps déchiqueté du premier terroriste qui s'était fait exploser sur l'estrade, sur la scène. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qu'on va accompagner jusqu'à la sortie, et le cheminement va être difficile, puisqu'ils vont devoir traverser un champ de cadavres. En fin de soirée, je suis revenu pour faire le bilan dans la salle du Bataclan. Les évacuations étaient terminées, on en était malheureusement à compter les morts. Et c'était complètement irréaliste, on avait l'impression que c'était pas réel ce qu'on voyait autour de nous. C'était tellement gros qu'on avait même du mal à se dire ouais c'est vrai quoi. Parfois on a des rêves quand on se réveille, on a l'impression que notre rêve est tellement réel qu'on l'a vécu, mais là c'est un peu ça quoi. C'est tellement irréel, tellement inconcevable de voir ce qu'on a vu qu'on a l'impression de rêver debout. Et puis là, il y avait les téléphones portables des victimes qui sonnaient.
Mais c'était un retour à la réalité qui était super dur. Ça sonnait dans le vide. Et on savait que ça n'allait plus jamais répondre, quoi. Ça, c'était difficile. Tous ces téléphones qui n'arrêtaient pas de sonner, qui affichaient papa, maman, des scènes effroyables de gens qui se tenaient par la main, enfin des choses que vous subissez après. Et là, on se dit, on a conscience de l'horreur qu'ils ont vécue. On s'apprête à quitter le Bataclan, nous on a fini. Et au milieu des bus de la RATP qui passent avec les otages qui sont dans des couvertures de survie dorées. Et les regards se croisent et de temps en temps, il y a des mains des otages qui se lèvent pour le remercier, quoi. Je voulais juste vous dire un truc, c'est que quand on est chef du raid et quand on est au raid, quand on est opérateur du raid, on n'a qu'une envie, c'est d'intervenir. C'est d'aller sur la grosse affaire, d'aller sur le truc, d'intervenir, d'y aller. Je crois que là, on n'avait qu'une envie, c'est que ça ne se soit pas passé, cette affaire-là. Parce que tous ces gens par terre, c'est invivable, quoi. En Belgique? Quelques jours après les événements du 13 novembre, nos collègues de la police judiciaire nous annoncent qu'ils pensent avoir repéré des auteurs de ces attentats et les avoir localisés dans un appartement, dans un squat à Saint-Denis. Il y a des risques que ces individus passent à nouveau à l'action dans les heures ou les jours qui suivent, donc forcément qu'il faut réagir très vite. On va sur des terroristes, et on sait en particulier sur quel terroriste on va. Comment vous faites pour aller sur une affaire comme ça, quand vous avez en face de vous des gens, encore une fois, c'est pas qu'ils n'ont pas peur de la mort, c'est qu'ils recherchent la mort, qui veulent tuer du policier et qui veulent tuer du raid. C'est la façon la plus risquée, c'est d'aller chercher des gens chez eux qui sont déjà en mode combat. Il est aux environs de 4 heures du matin, il fait nuit noire, nous ne devons pas faire de bruit, éviter d'allumer les moindres lumières, donc il faut avancer à pas de loup dans l'obscurité et agir très vite. C'est une immense difficulté. Nous plaçons un dispositif explosif sur la porte. Il se produit un incident technique, c'est que la porte ne s'ouvre pas complètement. Immédiatement, nous entendons pas une rafale, mais une salve de coups de feu. Donc on s'est retrouvé bloqué par des tirs puissants. Il a fallu mettre en place notre tactique assez violente, mais qui est en relation même avec le danger, à savoir devant nous, des gens qui ont des armes automatiques, quel que soit le calibre. Vous mourrez aussi facilement d'une 9 mm tirée par un pistolet automatique que d'une Kalachnikov tirée par un fusil automatique. Non seulement ces personnes tirent sur le palier, mais en plus, elles vont lancer des grenades. Et très vite, nous avons des blessés sur le palier par les éclats de ces grenades offensives. Nous devons à tout prix les empêcher d'approcher de la porte palière, parce qu'une explosion à ce niveau-là mettrait en danger la vie des opérateurs malgré leur protection balistique. On ne peut pas se permettre la possibilité que quelqu'un avec un gilet entre 1,5 kg et 2 kg d'explosifs
se colle à nous, s'approche de nous, y compris à travers une cloison qui n'est pas un mur porteur, qui est une cloison creuse, quoi. Et là, la moindre explosion au niveau du palier, y compris de l'intérieur de l'appartement, pourrait être fatale. Donc à un certain moment, on est obligé de travailler sur des barrages de ce qu'on appelle des barrages de feu, c'est-à-dire c'est du tir de saturation pour pas qu'on s'approche de nous. C'est pour ça que nous ripostons assez vite et que nous tirons à travers la porte, à travers les murs aussi. En les confinant dans le fond, on les prive de cette volonté de monter à l'assaut du groupe et d'utiliser les explosifs sur le palier. Si moi, en tant que chef d'unité, je dois prendre toutes mes précautions pour pas avoir un gars de chez moi qui soit tué dans cette opération-là ou blessé grièvement, pour autant, on n'en oublie pas le fait que notre mission, c'est d'arrêter les gens. Et donc, on le fait tant que faire se peut, jusqu'au bout. Nous envoyons notre chien Diesel pour essayer de débusquer des terroristes qui seraient cachés, qui nous attendraient. Ce chien a sauvé la vie de plusieurs opérateurs. On était persuadés que nos tirs avaient neutralisé la menace. Comme il n'y avait plus de réponse à nos injonctions, avant de lancer l'assaut par des hommes, on a envoyé ce chien qui est destiné à sécuriser une pièce. Bien nous en a pris, malheureusement pour Diesel, mais heureusement pour les opérateurs. Là, à nouveau, des coups de feu. L'action de ce chien a permis de voir qu'en fin de compte, ils n'avaient pas été neutralisés, mais surtout a permis de les localiser avec précision. Cette jeune femme cherche à communiquer avec nos tireurs de haute précision qui se trouvent à l'extérieur, de part et d'autre de l'immeuble et donc de ces deux appartements. Comme elle n'est pas menaçante, les tireurs d'élite ne vont pas l'engager. Il va y avoir même une discussion parce qu'ils aperçoivent derrière elle une autre cible qui n'est pas facilement identifiable, mais on cherche à avoir des renseignements. C'est pour ça qu'on entend nos snipers lui demander des précisions sur son copain. Il est où ton copain? C'est pas mon copain! Il est où? C'est pas mon copain! À ce moment-là, et même avec le recul, je suis persuadé, mais je ne suis pas le seul, qu'il s'agit d'un piège, tout simplement. Un piège qui aurait été assez simple, somme toute, c'était de prétendre vouloir se rendre. Et puis de s'approcher jusqu'à la porte, tandis que derrière, à côté, en même temps, on avait des hommes armés, chargés d'explosifs, qui pouvaient profiter de ce moment un petit peu de flottement, où on doit procéder à l'extraction d'une personne qui se rend pour pouvoir passer à l'acte. Nous ne le saurons jamais, puisqu'une explosion se produit dans les quelques secondes qui suivent. Ça me conforte dans l'idée que le piège était en train de se mettre en place. Cette femme va décéder non pas de l'action du raid, mais par l'explosion d'un des terroristes. On ne saura jamais quelle était l'intention de cette personne. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle savait avec qui elle était. Donc je pense qu'elle a malheureusement payé de sa vie la fréquentation de ces terroristes. L'explosion du gilet est extrêmement violente. On est près de 2 kilos d'explosifs. 2 kilos d'explosifs, c'est énorme. Avec des boulons à l'intérieur, des boulons qui sont projetés un peu partout. Des lambeaux de corps qui sont projetés à l'extérieur, les vitres qui explosent, un mur de soutien qui se vrille, le toit du 4e s'effondre sur le parquet du 3e. C'est quelque chose de phénoménalement fort, quoi. Quand on imagine la violence de l'explosion qui s'est produite dans le fond de l'appartement, je suis persuadé que cette même explosion à proximité du palier aurait tué les opérateurs qui s'y trouvaient. Je suis rentré au raid comme officier, mais les officiers ont un rôle de simple opérateur. Donc être derrière la porte, derrière le premier bouclier,
Je sais ce que la personne ressent. Je sais à quoi il pense. Donc j'essaie de tout mon cœur de faire en sorte que cette personne rentre chez elle. C'est le seul but que j'ai en restant au raid, c'est celui-là, quoi. Faire mon travail de policier, sauver les otages et ramener tous mes opérateurs, tous les gars à la maison pour qu'ils retrouvent leur famille, comme moi je voulais le faire à l'époque. I'm in constant pain. I no longer have any feeling in my left thigh. Topical feeling underneath. And it's because I have loads of nerve damage. And I will have that for the rest of my life. Every single day, I feel these scars. And the emotional scars that I don't even understand yet, because they're so profound and deep. I have no hate. I have no anger. I don't want revenge. And I'm going to do everything I can to help make this world a better place. J'ai appris avec bonheur que la jeune femme dont je me suis occupé était en vie. Le chirurgien qui l'a opérée avait dit que si je n'avais pas arrêté le saignement de son artère fémorale, elle serait morte. J'ai attendu que ce soit elle qui demande à me rencontrer. Elle nous invite chez elle pour prendre un apéro. Et puis là, quand on arrive dans l'appartement, je rentre, je la vois. Et puis on tombe dans les bras l'un de l'autre. On se serre fort et puis on se reconnaît, quoi. C'est toi. Puis, enfin, c'est... Quand on est médecin, on se pose toujours la question qu'est-ce que j'aurais pu faire en plus? Vous savez, c'est un peu comme dans le film La liste de Schindler. On se dit toujours qu'est-ce que j'aurais pu faire pour en sauver un de plus? Oui, et ça, c'est une question qu'il faut vivre avec. Il faut savoir que même quand tu es au fond du trou, quoi, il y aura toujours quelqu'un pour te tendre la main, pour t'aider, quoi. Après, tu te dis pourquoi j'ai pas aidé plus de gens. Bien sûr, cette question, tu te la poses tout le temps. Mon sentiment de culpabilité, il existe toujours. Il est toujours là. Quand je parle aux parents de victimes, quand je vois que une jeune fille, pendant le concert était à 5 mètres de moi, que j'en ai pas sorti, tu te dis pourquoi? Pourquoi elle, pourquoi pas moi, quoi? Pour toutes les équipes qui sont venues sur cette opération, c'est un coup très dur, quoi. Et on a fait le travail à ce moment-là. Les gens ont rempli leur mission, cherché les terroristes, les bloquer, évacuer les otages. Mais par la suite, je pense que cette vision va rester longtemps et je pense qu'elle va hanter longtemps l'esprit des membres des policiers qui sont rentrés à l'intérieur, ainsi que des services de secours sur le Bataclan.
Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'à un moment donné, il y a une jeune fille qui sort, qui est complètement terrorisée, et qu'on essaie de calmer, on essaie de lui dire j'essaie de lui dire de ne pas regarder. Elle regarde, elle se met à crier, et là, j'ai l'impression que c'est ma fille, quoi. Et ça, on en a des frissons rien d'en parler. Parce que c'était nos enfants qui étaient dans ce théâtre, quoi. C'était nos enfants.